Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau cours du Centre Naturopathie Hermès. Un plaisir de vous retrouver pour un cours fondamental qui va arriver relativement tard dans votre cursus parce qu'il va venir teinter, habiller votre pratique professionnelle. Si vous désirez être professionnel de soins, un accompagnant, ou bien pour votre curiosité en tant qu'être humain de comment coexister avec votre prochain. Quelle est la formule véritablement biochimique, neurologique de notre rapport à l'autre? Et ce cours donc s'appelle la biologie du lien social. On va osciller entre la neurophysiologie et les sciences comportementales pour essayer de décrypter ce qui se passe quand nous établissons des relations sociales. Donc, ça va être vraiment fondamental pour comprendre en fait les comportements de compensation aussi qu'ont les personnes qui vont venir vous voir en cabinet ou qui vont vous demander des conseils. Des conseils parce que ils savent que vous avez fait une formation au Centre Naturopathie Hermès et parce que c'est votre ami, parce que c'est votre cousin ou quelqu'un membre de votre entourage proche. Il va vouloir vous demander des conseils alors que vous n'êtes même pas professionnel de santé. Ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver pour ceux qui ne veulent pas devenir thérapeute. Et pour les autres, évidemment, ça va être essentiel parce que quand vous recevez quelqu'un en cabinet, vous allez très vite vous rendre compte que le problème qu'il ou elle essaye de régler dans sa vie, que ce soit perte de poids, changer son alimentation, réparer son sommeil, etc., tout ce qu'elle essaye de formuler avec ses propres mots, eh bien, les causes sous-jacentes sont souvent, j'ai presque envie de dire toujours, un problème de lien social. Un problème dans le lien à l'autre, à soi, au monde. Donc on est parti. Est-ce qu'on peut concevoir, ne serait-ce que concevoir, une science du lien social ? On en a parlé dans la neurobiologie du stress, dans le cours sur le stress et le système nerveux, mais ça rejoint un peu ça. Peut-on tout expliquer par la science ? Déjà, il y a un problème là dans cette phrase. Et l'analyse de nos circuits neuronaux jusqu'au comportement social de l'être humain ? Assurément non. Il existe trop de nuances dans nos prises de décision et nos agissements vis-à-vis de nos contemporains, notre rapport à l'autre. Cependant, ce qui est sous-jacent, ce qui donne naissance à l'amitié, l'amour, l'attirance sexuelle, la répulsion ou encore l'évitement, on va voir tout ça, c'est toujours les mêmes structures et molécules dans le cerveau. C'est-à-dire que vous preniez l'attirance ou la répulsion, l'évitement ou bien le fait de tendre vers quelqu'un qu'on a vraiment besoin, on sent qu'on a un manque si cette personne-là n'est pas là, c'est les mêmes structures, les mêmes circuits dans notre cerveau qui sont en jeu. Donc ça ne veut pas dire que ces structures-là uniquement donnent naissance à l'amour ou à l'amitié, etc., mais que, peu importe ce qu'on regarde qui concerne le lien social, en tout cas dans le cerveau, on en revient toujours aux mêmes structures. Donc étudions ces circuits neuronaux et ces structures. Une grande diversité de nos comportements sociaux, de l'introverti à l'extraverti, et ça on va vraiment voir introverti versus extraverti, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ils sont dirigés non pas par des dizaines de différents neurotransmetteurs et de structures cérébrales, mais bien quelques-uns seulement. Donc étudier ces fondements neurologiques à la racine de ce qui fait l'être humain un animal social vous permettra de savoir au mieux vous analyser personnellement, mais surtout observer d'un œil nouveau les agissements et les récits des personnes qui viendront vous demander conseil. Le thérapeute qui est issu du CNH est un anthropologue. Vraiment, il étudie l'être humain replacé dans son environnement. Il fait de son mieux pour appréhender l'être humain dans toute la globalité, c'est le côté holistique de la naturopathie évidemment, depuis les aspects les plus concrets comme ce que vous mangez, ce que vous faites aujourd'hui, comment vous respirez, combien de litres d'eau avez-vous bu, etc. Aux détails les plus subtils qui forment une personnalité, c'est-à-dire quelle est votre relation avec dans votre couple, comment ça se passe dans votre famille, au boulot, etc. En cabinet, vous ferez tous les jours face à des problématiques liées à la relation enfant-parent, très clairement. Ça,
On en revient toujours là. Bon, Freud avait extrapolé un petit peu ça, mais on en revient beaucoup à ça. Hein. Aux relations amoureuses, à la tragique perte d'un proche, etc. Il est d'une grande importance que le thérapeute puisse expliquer dans les grandes lignes, pas dans les détails parce que c'est trop complexe, très clairement, mais dans les grandes lignes, pourquoi les émotions et les comportements qui en découlent n'ont rien d'anormaux. Déjà, il faut rassurer la personne qui vous dit « mais je comprends pas, je fonctionne pas normalement, moi, j'arrive pas à avoir une relation normale avec ma femme ou mon mari, ou avec ma mère, ou j'arrive pas à parler à mes enfants, et la personne se sent anormale. Ou bien, j'ai envie de voir personne. J'ai pas envie d'aller dans les soirées, etc. Tout le monde y va, mais moi, j'ai pas envie. Il n'y a rien d'anormal, rien d'anormal. C'est simplement la résultante de l'environnement précis qui leur a donné naissance à ces comportements. Pour proposer des solutions et des outils concrets à mettre en place par la suite devient dès lors beaucoup plus simple et évident. La qualité du lien social égale qualité de vie. Franchement, on peut résumer cette équation à cette ligne-là. Il n'est donc pas étonnant que le cerveau et le système nerveux soient câblés pour les liens sociaux. Pour les liens sociaux. Les neurosciences nous le prouvent depuis de nombreuses années, grâce à des expériences fascinantes que nous allons étudier ensemble. Il s'agit sans doute du cours le plus transversal, parce qu'il touche à tout. Vous allez voir à quel point ça va aider, ça va habiller, colorer le cours sur les tempéraments hippocratiques et le neurotyping qu'on a fait, le cours sur le stress, le cours sur le jeûne et la philosophie du soin de Fabien Moine, tout ce que vous transmet Pierre Etchart dans l'importance du lien, voilà. Ça va habiller tout ça. Car il concerne absolument tout le monde, même les plus introvertis d'entre nous. Un mot une expression qu'utilise régulièrement le neuroscientifique Andrew Huberman, donc je me suis inspiré énormément pour beaucoup de cours de neurosciences du CNH, c'est que la biologie n'est pas un nom, la biologie est un verbe, c'est une dynamique, c'est une cinématique, c'est du mouvement. Encore une fois, pour citer Pierre Etchart, quand il nous dit dans les cours d'histologie, dans les tissus humains, je suis sûr que quand vous représentez un corps humain, notre anatomie, notre physiologie, les organes, etc., vous voyez quelque chose en 2 dimensions et arrêté, une image qui ne bouge pas, eh bien ça, il n'y a rien de plus faux, parce que le vivant, c'est en sans cesse mouvement. Donc déjà, on est mal barré. Si notre première image que l'on a du corps humain, de la biologie, c'est quelque chose d'arrêté, qui ne bouge pas, c'est cuit. Donc il faut bien penser que la biologie, c'est un verbe, ça bouge. Ce n'est pas un événement, mais un processus. Ce n'est pas un événement, c'est un processus. Encore une fois, les acteurs responsables de nos agissements vis-à-vis d'autrui sont peu nombreux. Dans les acteurs biologiques, les parties de nous-mêmes, quoi. Nous parlerons d'hormones telles que l'ocytocine, les neuromodulateurs comme la dopamine. Il n'y a pas une molécule de l'attachement et une autre pour la répulsion, un neurotransmetteur pour l'amitié et un autre pour l'amour, mais ce sont des circuits. Pensez ça comme des circuits. La neurobiologie du lien social est générique, c'est-à-dire qu'elle se réutilise. Elle est la même, ça c'est important, elle est la même entre parents-enfants et relations amoureuses. Ça c'est important à comprendre aussi. Les mêmes circuits cérébraux responsables de l'établissement d'un lien entre parents et enfants sont en fait réutilisés dans les relations amoureuses. Et ça c'est fort de se le dire. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir, quand on nous dit ouais, tu répètes le schéma narratif que tu as connu avec ta mère ou avec ton père dans ton couple. On ne veut pas le voir ça. Quand quelqu'un nous dit mais non, c'est pas vrai, je suis pas comme ça, je sais très bien les erreurs qu'ont fait mes parents, je vois très bien ma relation avec mes parents, je le fais pas dans mon couple, c'est différent, etc. Et je le fais pas dans ma nouvelle famille avec mes enfants, etc. Et bien, comme ce sont la même neurobiologie et les mêmes circuits, il y a de très grandes chances, en fait, que ce soit vrai. Donc il faut vraiment prendre conscience de ça. Comme nous l'étudierons, les racines du lien social prennent grandement leur source dans la relation enfant-parent que nous avons dans notre enfance. Une grande influence sur le comportement adulte semble s'exercer sans pour autant figer les choses dans le marbre. Il ne faut pas oublier que notre système, il est plastique.
il est capable de s'adapter et de se modifier. Il est plastique toujours vis-à-vis de l'environnement. Donc il faut pouvoir modifier son environnement si on veut se changer de l'intérieur. Ce circuit neuronal à la base de nos relations humaines peut changer, évoluer, se recabler, afin de surpasser un traumatisme ou de tisser une nouvelle amitié, une nouvelle relation, etc. Et comme vous le découvrirez bientôt, il existe une signature chimique unique pour toutes les liaisons, de toutes sortes. Donc c'est parti. Grand 1, on va commencer à parler tout d'abord de ce qu'on appelle l'isolement social. Alors l'isolement social, ou encore manque de lien social, c'est-à-dire la situation dans laquelle les êtres humains sont privés des relations sociales qu'ils aimeraient avoir. Ok ? Donc c'est ce postulat-là. L'isolement social, c'est pas le fait d'être seul. C'est je suis seul alors que j'aimerais avoir telle relation. Ok ? Ça ne concerne pas les gens qui ne veulent pas de relation et qui sont bien seuls. Différent. Ce phénomène est étudié depuis plus de 100 ans dans la littérature. Et une des caractéristiques de l'isolement social, c'est-à-dire la personne, elle veut une relation sociale, elle voudrait avoir quelqu'un, un ami, une relation amoureuse, un proche, un parent ou un enfant, mais ils sont soit éloignés géographiquement, soit malheureusement elle l'a perdu, il est décédé, il ou elle est décédé. Ça c'est l'isolement social, et ça fait une élévation des hormones du stress, que vous connaissez par cœur, adrénaline, cortisol. On a ce schéma pour nous rappeler de la boucle au niveau de l'axe de l'hypothalamus, la glande pituitaire et des glandes surrénales avec le CRF, la CTH qui font sécréter, augmenter le cortisol, et au niveau du système immunitaire, les cellules dendritiques, les macrophages avec une augmentation donc du système immunitaire comme si il y avait un intrus, il y avait un virus, il y avait une bactérie, il y avait un pathogène. Et donc ça fait une réponse de stress de l'organisme qui est toujours là pour nous sauver la mise, pour combattre quelque chose qui ne va pas. Donc les interleukines 12, IL-12 que vous voyez, augmentent les INF, donc les interférons gamma, l'Y comme ça, pardonnez mon grec, je ne sais plus lequel c'est, diminue, en tout cas l'activité des natural killers diminue en tant que tel, mais les marqueurs de l'inflammation augmentent. Donc comme l'interleukine 12. Si les relations que nous désirons avec nos semblables sont rompues, le corps interprète le phénomène comme un danger jusqu'à créer un signal de douleur. Et on l'a tous vécu. Un deuil, une perte, la douleur émotionnelle, elle est somatisée, c'est-à-dire qu'elle est dans le corps. Et ça fait mal. Ça fait vraiment, 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 même plus mal que si je me coupe. Un cortisol chroniquement élevé est malheureusement délétère pour l'organisme car immunosuppresseur sur le long terme. C'est ce qu'on voit notamment sur ce schéma, mais c'est que un détail sur ce schéma. D'autres substances en particulier dans le cerveau sont sécrétées afin de motiver à rechercher les relations sociales. Ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire, quand on est en manque, qu'on passe du temps seul, qu'on arrive à un certain point où on n'a pas vu ses proches pendant longtemps, on n'a pas vu ses amis pendant longtemps, on n'a pas vu sa famille depuis longtemps, tout d'un coup, le corps va nous dire « faut bouger, faut aller voir quelqu'un ». Il faut de la relation sociale. Et ça peut être aussi bateau que d'aller dans un supermarché pour parler aux caissiers, aux caissières, aux gens. Juste voir des gens, en fait. Un exemple d'un tel produit chimique, c'est la famille des neuropeptides appelés tachykinine. La tachykinine, elle est présente chez les mouches, les souris, les humains. Dans les conditions d'isolement social, ces niveaux augmentent et à cause des zones cérébrales qui contiennent des récepteurs à la tachykinine, les personnes commencent à adopter un comportement agressif et irritable. Manque de lien social, on devient agressif et irritable. Et ça,
ça pourrait sembler contre-intuitif. C'est-à-dire, on pourrait penser qu'une personne privée de nourriture sociale, pendant un long moment, elle fasse tout pour être souriante, bien avenante, vous voyez, pour rameuter et être content d'avoir du lien social, eh bien, il s'avère que ce n'est pas le cas. L'isolement social, chronique, c'est-à-dire pas aigu, pas le petit manque d'isolement social, le petit besoin de voir quelqu'un d'autre, là c'est clair que la personne pourrait très bien être avenante et souriante. Mais si c'est chronique, ça s'installe en fait. Et je pense que beaucoup vont se reconnaître. Quand c'est chronique et qu'on s'isole chroniquement du reste du monde, et ça on le voit beaucoup en fait dans le monde alternatif, qu'on représente, par la force des choses. On ne l'a pas voulu, mais le CNH et d'autres mouvances, on est en marge du système. Et comme on est en marge du système, souvent ça crée des habitudes de vie où on s'isole un peu. Eh bien, ça modifie la nature du cerveau et du corps de telle sorte qu'il rend les liens sociaux plus difficiles quand c'est chronique, encore une fois, quand c'est installé depuis longtemps. Et ça rend la personne qui a été isolée irritable, voire agressive avec les autres. Pas facile ça. Et c'est d'autant plus dur, et c'est un retour personnel là, combien de fois j'ai eu des personnes en accompagnement qui m'ont dit je sais que j'ai besoin de lien social, je sais que c'est ça qui me manque, mais je supporte plus la présence de l'autre, quoi. Je suis pas moi-même, je suis pas gentil ou gentille quand il y a autrui, quand il y a un groupe, et même j'ai pas plus envie de parler, même quand dans un groupe je m'isole et je suis silencieux, et j'arrive pas à établir quelque chose de joyeux avec autrui. Pourtant je sais que c'est ça qu'il me faut. Donc c'est pas facile, hein. Cet état de fait pousse à la réflexion et à l'analyse. Notre société moderne, où chacun est de plus en plus isolé socialement, tout en étant connecté via les réseaux sociaux, n'est-elle pas une représentation de cette réaction physiologique ? Si Internet est le lieu privilégié des trolls, critiques gratuites, insultes de bas âge, des échanges émotionnels dénués de tout argumentaire, ne serait-ce pas là un reflet de l'irritabilité et de l'agressivité résultant du manque de véritables liens sociaux ? C'est sans doute une réflexion que vous aurez lors des prochains rendez-vous, les clients se plaignant souvent d'une grande irritabilité, voire d'une agoraphobie naissante. Vous allez le voir ça. Vous allez en avoir des gens en cabinet qui vont vous dire ça. Donc dans le CNH, nous avons à cœur de transmettre les fondamentaux de la biologie fonctionnelle, par opposition à l'étude des pathologies et des symptômes. Si nous allons plus loin, nous pourrions même prétendre que le rôle même du naturopathe et de l'accompagnant, c'est de transmettre comment le corps fonctionne quand ça marche, non pas de chercher à expliquer le pourquoi d'un symptôme. Moi j'ai toujours eu cette approche-là, c'est-à-dire, vous le voyez bien sur Vérisme TV, sur toutes mes transmissions publiques, j'explique pas les symptômes, j'explique les principes du vivant. C'est-à-dire ce que l'on sait actuellement, qui est toujours peanuts par rapport à ce qu'il y a à savoir. Mais notre savoir, c'est un silence entouré. C'est-à-dire, le savoir, c'est comme une pelle qui creuse le trou de notre ignorance. Plus je sais, plus je me rends compte des choses que je ne sais pas. Mais c'est beau, c'est tant mieux que cette zone d'ombre, elle augmente. C'est génial même. C'est comme un trou noir, vous savez, dans la galaxie. Plus je vois la galaxie, plus le trou noir, il augmente. Bon, c'est bien, les deux sont bien. Mais je ne veux pas parler et extrapoler sur ce que je ne sais pas, prétendre des choses que je ne sais pas. Donc je vais parler des choses qu'il me semble être pertinentes, et justes en tout cas. Non pas vraies ou fausses, mais justes. Dans ce cours, nous allons donc approfondir ce à quoi un lien social sain, plutôt que la biologie de l'isolement social. Ce à quoi ressemble un lien social sain. Il est tout de même à noter que l'isolement social commence à détériorer assez rapidement certains aspects du cerveau et du corps, mais la rapidité dépend du degré d'introversion ou d'extraversion d'une personne. Et là, on ne joue pas tous avec les mêmes cartes, parce qu'on a tous un parcours de vie différent. Et donc, comme je vous l'ai dit, le parcours de vie, il va vous rendre un peu plus introverti ou extraverti, c'est-à-dire qu'il va vous falloir une dose, en fait c'est comme la faim et c'est comme l'appétit.
Pour certaines personnes, ils vont avoir des appétits d'oiseaux, d'autres, ils vont avoir un appétit d'ogre, pour que la satiété arrive. Et bien pour que cette satiété sociale arrive, certains vont se contenter de quelques relations sociales dans la semaine, d'autres vont avoir besoin de relations quotidiennes. Et là, on est tous un peu différents. Donc on est tous un peu plus introvertis ou extravertis. Et il ne faut pas se juger par rapport à ça. Donc si vous êtes quelqu'un qui est social durant les vacances, durant les vacances ou quoi, vous voulez du groupe, vous voulez de autrui, vous voulez passer du temps avec les amis, ou qui a été socialement isolé pendant un certain temps et qui a soif de contacts sociaux, ben c'est une envie saine. Il n'y a pas de jugement à avoir sur ça, vous n'êtes pas anormaux. Et comme nous l'apprendrons ensuite, le désir sain de contact social a un circuit cérébral très spécifique, une signature neurochimique très spécifique, qui lui est associée et des caractéristiques remarquables que vous pouvez exploiter dans les contacts sociaux de toutes sortes.